à toi. Merci beaucoup. Soyez tous et toutes les bienvenus. Je suis très contente d'être là. Je vais passer directement aux interventions. Je vais vous raconter un tout petit peu quel est notre agenda pour aujourd'hui. Nous allons avoir 3 présentations de nos intervenants qui viennent des différentes municipalités, des différents pays. Et nous aurons par la suite quelques présentations des opérateurs qui nous ont soutenus, des représentants du secteur privé qui participent dans des partenariats en matière d'assainissement dans les différentes régions. Donc, nous allons pouvoir écouter toutes ces interventions intéressantes. Donc, ce séminaire est intitulé Alliance innovatrice pour faire progresser l'assainissement autonome, partenariat entre les services publics et les prestataires de services privés d'assainissement en conteneur. Donc, je vais profiter de cette opportunité pour présenter les intervenants qui vont participer à notre séance aujourd'hui. Donc, nous allons avoir une présentation de la ville de Koumassi avec Monsieur Ossi Bonsou. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom aussi. Il est le directeur adjoint du département de gestion des résidus de Koumassi. Koumassi, c'est l'Assemblée métropolitaine à Ghana. Donc, Koumassi a un département d'assainissement environnemental et donc, Bossu est à la charge de ce département et il va nous raconter leur expérience dans cette matière. Notre intervenante suivante vient de Kisumu. Il s'appelle Jason Ochola. Il est économiste et travaille dans le département de Kisumu en matière d'assainissement. Bien sûr, il est intéressé dans l'assainissement, mais aussi dans les aspects économiques de cette filière. Et donc, il va faire une présentation aussi. Et nous aurons également une présentation de Mombasa, au Kenya aussi. À Mombasa, nous aurons la directrice générale de développement des entreprises, Abiba Ali. Elle a été reconnue comme une de 40 femmes les plus importantes dans le monde des affaires. Donc, c'est un véritable plaisir de l'avoir aujourd'hui avec nous. Elle fait partie également de l'Association des femmes pour l'assainissement au Kenya. Elle va nous parler sur des questions liées au développement des services d'eau et de l'assainissement au Kenya. Elle va être notre dernière intervenante. Donc, voilà. Nous allons également avoir des informations concernant l'assainissement en conteneur et ceci va être assuré par les représentants du secteur privé. Nous allons voir avec nous le directeur de Fresh Life et Clinton. Ces entreprises ont beaucoup d'expérience en matière d'assainissement en conteneur. Au Kenya, par exemple à Nairobi. Et ils vont nous expliquer les stratégies de Fresh Life. Ça sera Meltas. Puis, il y aura un autre intervenant qui va nous présenter d'autres expériences du secteur privé. Il s'agit d'Abigail. Abigail est la directrice de Clean Team au Ghana, donc une entreprise qui travaille pour dignifier les toilettes et l'assainissement pour la population au Ghana. Abigail a beaucoup d'expérience
dans le traitement ou la gestion des eaux résiduaires. Et donc, elle a été également reconnue avec les Mandela Awards pour cette initiative, pour l'initiative d'entrepreneuriat Clean Team. Donc, voilà tous les intervenants qui vont être avec nous aujourd'hui. Je suis sûre que nous allons apprendre énormément de toute leur expérience. Et là, je passe directement à la première présentation. Donc, il s'agit de Bonsu Osei du Ghana. Donc, Bonsu, vas-y. Merci beaucoup, Chola. Merci beaucoup, Chola. Bon, comme l'introduction a déjà été faite, on passe directement à la diapositive suivante. Donc, merci. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour partager avec vous le profil de notre région. Voici le profil de la région du Grand Kumasi avec une superficie de 250 kilomètres carrés est une population de 2,3 millions de résidents, donc une production de déchets solides de 1500 tonnes par jour, une production de déchets liquides de 400 litres par jour. Donc, voici les profils de la région métropolitaine de Kumasi. Donc, pour cette région, le département responsable du traitement de déchets a les mandats d'assurer un assainissement adéquat. Donc, voici l'aire qui est à la charge de notre département. Donc, dans le contexte du Ghana, donc, voici la comparaison entre les pays et la région métropolitaine de Kumasi. Donc, vous voyez que nous avons une densité de population accrue. Donc, et il s'agit de la deuxième ville du Ghana. En ce qui concerne la situation de l'assainissement, vous pouvez la voir sur l'écran. Donc, ça, c'est des données du rapport de l'UNICEF sur l'assainissement en 2023. Et vous voyez l'évolution des différents systèmes d'assainissement. Donc, vous voyez qu'il y a une augmentation de solutions de biogaz ou de biodigesteurs, par exemple. Et là, on passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, voici le diagramme de flux de notre système ou nos systèmes d'assainissement. Donc, vous voyez qu'autour de 4% de la population dispose d'assainissement par égout. Et vous voyez que seulement 55% des résidus sont traités de manière sûre. Il y en a beaucoup de ces résidus qui finissent dans l'environnement donc, et qui produisent énormément de problèmes environnementaux et aussi des problèmes pour la santé humaine. Diapositive suivante. Donc, voici le problème. Dans nos villes, il n'y a pas suffisamment de systèmes d'assainissement adéquats. Donc, vous voyez que les toilettes publiques ne sont pas suffisamment hygiéniques. Donc, il y a énormément de queues. Dans les matins, il faut attendre très longtemps pour les utiliser. Donc, ce n'est pas la solution idéale. Donc, et ceci entraîne des problèmes tels que la défécation en plein air et d'autres systèmes qui ne sont pas du tout hygiéniques ni acceptables. Donc, la loi
de 1961 du Ghana qui régit la fonction du département de la gestion des déchets établit que les départements de gestion des déchets a été chargé de fournir les installations des infrastructures, des services et des programmes pour une gestion efficace et efficiente des déchets afin d'améliorer l'hygiène du milieu, la protection de l'environnement et la promotion de la santé publique. Et ici, vous voyez que notre ville dépend trop des toilettes publiques. Donc, nous avons une population croissante et donc les gens utilisent de plus en plus les toilettes publiques. Et donc, le secteur privé a trouvé des opportunités très profitables dans la construction de toilettes publiques. Et donc, la population doit les utiliser de plus en plus. Et dans les maisons, étant donné qu'il s'agit de maisons petites, donc les ménages ne disposent pas de toilettes privées ou de toilettes individuelles. Donc, il y a des possibilités d'intervention. Donc, tout d'abord, nous avons établi la quantité de maisons qui n'avaient pas de toilettes. Et donc, nous allons travailler avec la région du Grand Koumassi pour construire plus de toilettes dans les ménages. Puis, nous avons également engagé l'initiative du défi mondial des maires pour établir des financements et pour faire des évaluations pour des possibilités de construction de plus de toilettes. Et nous allons également des initiatives de formation pour les communautés pour assurer qu'il y a des possibilités différentes et améliorées pour l'assainissement. Nous avons également un partenariat avec Clean Team. Nous avons pour ces partenariats la participation du WASUP, Unilever, IDEO Global et l'Assemblée métropolitaine de Koumassi qui ont conçu les toilettes CT au Royaume-Uni en 2010. Et donc, après ça, Clean Team est surgi en 2011 et nous avons fait un projet pilote avec la communauté de Koumassi, donc la communauté d'Ashanti, Newtown, qui était alors très dépendante de latrines Asso. Donc, après cette expérience pilote, la société a été enregistrée en tant qu'entreprise en 2012. Et là, nous allons, par exemple, Alice, qui nous donne son témoignage en tant qu'utilisatrice de ces services. Donc, elle nous dit que grâce à Clinton, aux toilettes de Clinton, donc elle a eu la possibilité d'épargner beaucoup d'argent puisque pour une famille de 5 membres, donc l'utilisation de services de toilettes publiques a un coût quand même assez élevé. Et donc, elle a réussi à améliorer également l'hygiène et les conditions de l'assainissement pour son ménage. Vous avez ici un extrait de l'accord entre l'Assemblée métropolitaine de Koumassi et Clean Team. Donc, pour notre part, nous devons fournir les sites de traitement, les sites de transfert également. Et dans ces sites de traitement, les résidus sont transformés dans des engrais de compostage. Et donc, on assure également les transports. Et puis, nous avons accordé également l'autorisation d'exercer à la société Clean Team. Et donc, Clean Team a assumé également quelques engagements tels que des activités de recherche continue. Puis, ils se sont également engagés pour assurer une manipulation sûre et la durabilité
en tout moment. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, ça y est. Merci beaucoup. Là, je passe la parole à l'intervenant suivant. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Ta présentation a été très intéressante et je te remercie d'avoir respecté les temps qui t'étaient accordés. Donc, maintenant, nous avons Abigail. Abigail va nous raconter un peu plus de détails, un peu plus en détail l'histoire de Clinton. Donc, à toi, Abigail. Merci, Chela. Bonjour tout le monde. Merci pour cette opportunité de présenter ce que nous faisons chez Clinton. Donc, on passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, Clinton Ghana est un pionnier dans le secteur émergent de l'assainissement en conteneur, qui est une alternative de plus en plus viable aux solutions d'assainissement axées sur les actifs comme les latrines à fossés et les égouts. Et donc, le concept a été développé sur un marché idéal. En 2011, nous avons commencé. Nous savions déjà que Kumasi était la deuxième ville de Ghana, et donc qu'elle était confrontée à un défi majeur en matière d'assainissement, donc parce que sa population devait payer beaucoup d'argent pour utiliser les toilettes publiques. Et plein de ménages à Kumasi ne disposaient pas de toilettes. Ils avaient uniquement de latrines à seau ou de toilettes publiques. Et donc, on passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous avons plus de 3200 clients déjà. Donc, les problèmes que nous avons abordés, pour vous donner plus de contexte, c'est une situation avec 260 000 ménages qui n'ont pas de toilettes, jusqu'à 40% des habitants qui utilisaient un bloc de latrine publique, et le coût moyen de l'utilisation d'un bloc de latrine publique était de 1 cedi, c'est-à-dire qu'on peut parler de 150 cedi pour mois dans les cas d'un ménage d'une famille avec 5 membres ou 4 membres. Donc, nous offrons des toilettes à domicile sûres et pratiques pour 68 cedi par mois. Donc, voici notre chaîne de valeur. Donc, nous faisons l'installation des toilettes portables en plastique à base de cartouches de manière gratuite, puis nous faisons de la collecte des déchets. Donc, on aime bien appeler nos toilettes des toilettes durables. Ils sont composés de cartouches, ils sont faits en plastique et ils ont des cartouches qui peuvent se remplir donc, et qui sont à l'intérieur de la toilette. Donc, nous collectons les déchets en collectant les cartouches pleines auprès des ménages et à ce moment-là, on les remplace. Puis, on fait les transferts vers une station de traitement. Dans cette station de traitement, les cartouches sont vidées et nettoyées dans une unité centrale et puis on fait les traitements grâce à un système de compostage avec les déchets du marché. Donc, on les mélange, on fait du compost. Donc, voici notre chaîne de valeur en image. Vous voyez la toilette, puis le transport des cartouches remplies, l'arrivée à nos installations de traitement. Enfin, nous avons un camion, comme vous voyez, et puis nous arrivons à notre station de traitement de ces résidus. Et voilà, finalement, des composts. Bon, nos facteurs de réussite, pour vous montrer quels ont été la réalisation à ce jour. Donc, nous avons plus de 3200 clients avec un impact sur plus de 16 000 vies. Donc, une marge brute qui est passée de moins 30% à plus 30%. Donc, les clients utilisent surtout l'argent mobile. Nous avons réduit la défécation à l'air libre. Donc, nous avons fait économiser de l'argent à nos clients. Nous offrons à nos utilisateurs plus de dignité et commodité. Nous avons également fait des économies d'eau très importantes et nous utilisons un système de technologie qui s'appelle MOS pour la gestion des données des clients. Nos facteurs de réussite, vous pouvez les voir également sur l'écran. Donc, nous sommes
surtout orientés sur l'innovation. Nous nous concentrons sur la recherche de solutions locales, par exemple Qualiplast et la production de toilettes en fibre de verre. Nous cherchons également des solutions qui soient rentables. Par exemple, l'utilisation de sciure de bois comme additif au lieu d'importer des produits chimiques. Ceci nous permet de maintenir les toilettes sèches. Nous avons également un partenariat avec d'autres organisations privées telles que Safisana, par exemple, pour le compostage de nos déchets. Donc, ce type de partenariats sont très importants pour nous parce que c'est une manière d'améliorer nos services aussi. C'est une manière de partager également les frais et de mieux faire face aux défis. Et puis, nous avons le soutien des assemblées locales. Et ceci est également très important pour nous. Par exemple, l'Assemblée métropolitaine de Kumasi, qui nous a fourni des terrains et aussi de l'autorité ou de compétences pour agir, pour réaliser notre activité. Donc, pour ce qui est de nos défis, bien sûr, comme tout le monde, nous faisons face à des incertitudes économiques mondiales et au Ghana, pendant les 3 dernières années, donc il y a eu une crise due à l'inflation. Donc, alors ça, c'est difficile. Vous savez que les toilettes occupent l'une des dernières places au niveau du budget des familles. Donc, c'est difficile à vendre parfois nos solutions. Donc, puis la collecte de fonds pour atteindre le seuil de rentabilité peut être un problème également parce que nous ne pouvons pas charger un tarif trop élevé aux familles qui ont de faibles revenus, en fait. Puis, il y a également pas mal de concurrence sur le marché. Il y a d'autres projets à Kumasi, par exemple le projet KMA. Et là, on est en train de perdre quelques clients qui chassissent ces autres concurrents. OK. Diapositive suivante. Donc, cette concurrence diapositive suivante, s'il vous plaît. Cette concurrence nous a obligés de réviser, de revoir nos engagements tirés et donc pour continuer à avancer et à améliorer dans la prestation de services à nos clients. Donc, nous avons également des collaborations avec la Banque mondiale pour le développement de biodigesteurs et d'autres solutions CBS. Et nous allons également travailler dans des fosses techniques et nous incluons aussi des services de financement de crédit pour nos clients. Et donc, grâce à toute notre expérience, nous pouvons également fournir des services de conseil, pas seulement pour les personnes, mais aussi pour des organisations qui travaillent dans le domaine de l'assainissement. Donc, cette gamme de produits et de services compose la totalité de nos revenus. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Les enseignements tirés. Bon, une seule organisation ne peut pas résoudre tous les problèmes d'assainissement, d'où l'importance de la collaboration. Donc, faire preuve d'ouverture et de souplesse pour changer et transformer votre organisation afin de refléter les conditions actuelles. Il faut être capable de s'adapter ou de chercher d'autres débouchés pour notre activité, pour nos produits ou d'autres sources de revenus. Donc, et puis, il est essentiel que le gouvernement et les assemblées locales soutiennent la création d'un environnement favorable à la prospérité des entreprises d'assainissement. Donc, nous ne serions pas arrivés où nous sommes sans le soutien du gouvernement et des assemblées. Donc, ces institutions assurent la continuité de nos services et c'est pour cela que les alliances dans ce sens sont essentielles. Bon, pour conclure, je dirais
je pense que vous les partagez tous. Donc, l'assainissement est un droit humain fondamental, essentiel, et chacun mérite un endroit décent pour répondre à l'appel de la nature. D'où la nécessité de ne laisser personne de côté dans notre quête de solutions sanitaires, décentes. Donc, il est temps d'accepter que les solutions d'assainissement ne sont pas de taille unique. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas avoir des toilettes à chasse d'eau idéales. Toutes les communautés ne peuvent pas être raccordées au réseau d'égout. D'où la nécessité de trouver des solutions locales sur mesure à nos problèmes d'assainissement, qui soient axés sur l'innovation et qui exigent un environnement propice à l'épanouissement de ces solutions innovantes. Donc, c'est la seule manière de pouvoir fournir des solutions d'assainissement adéquates pour tout le monde. Diapositive suivante. Ça y est, c'est tout pour ma part. Merci. Merci beaucoup, Abigail. Excellente présentation. Je crois que tu as mis l'accent sur quelques-unes de questions clés, des éléments clés que nous allons par la suite partager dans la discussion. Et là, on va passer à la présentation suivante de la Société de l'eau et de l'assainissement de Kisumu au Kenya. Donc, Jason Ochola, à toi. Merci beaucoup, Ochola. Je pense que tu as fait déjà une présentation fantastique sur moi, donc je passe directement à la présentation. Donc, Kiwasko, qui est Kiwasko? Bon, c'est une organisation créée et enregistrée sous CAP 486 de loi du Kenya. Donc, nous avons une population d'environ 600 000 habitants. Donc, nous sommes la société publique d'eau. Nous avons plus de 60% des clients qui vivent dans des zones à faible revenu. Les taux de couverture des égouts est seulement de 18%. Donc, ceci veut dire que 82% des clients utilisent des systèmes d'assainissement autonomes. Donc, et seulement 33% des déchets sont gérés en sécurité et donc 67% des résidus des déchets finissent à l'air libre. Donc, en ce qui concerne notre activité, donc en 2001, nous avons été créés et enregistrés selon la législation du Kenya. En juillet 2003, nous avons démarré de manière autonome des opérations de fourniture d'eau potable et de collecte, et aussi des traitements et d'évacuation des eaux usées. Et en 2019, nous avons ouvert notre champ d'application vers les services d'assainissement sans égout également. Donc, nous avons 2 stations d'épuration des eaux avec une capacité de 80 000 mètres cubes et 2 stations d'épuration à capacité de 18 000 mètres cubes. Donc, mais en tout cas, nous avons une population, une grande proportion de notre population qui utilise encore des solutions d'assainissement autonomes. Donc, voici les diagrammes de flou. Dans notre cas, donc, nous avons des données ici pour Kisumu pour l'année 2015, d'accord? Donc, pour ce qui est de l'assainissement avec des égouts, on est seulement à 20% à ce moment, 16%, et donc seulement 33% de déchets sont traités en sécurité, c'est-à-dire il reste 67% de résidus ou de déchets qui ne sont pas correctement traités. En ce qui concerne nos opérations au niveau des réseaux d'égouts et de l'assainissement autonome, donc 55% de la population de Kisumu a accès à des installations sanitaires améliorées.
La population qui utilise les égouts se trouve principalement dans les centres du quartier des affaires. Et donc, 90% des déchets industriels sont acheminés par des bandes transporteuses vers les stations d'épuration, c'est-à-dire que les 10% restants sont traités par des services d'épuration. Donc, les tarifs de ces services est établi par le régulateur. Et donc, c'est les systèmes qui nous permettent d'obtenir des revenus et des recouvrements pour l'assainissement autonome. Donc, concernant notre gestion de l'assainissement, donc, nous avons un partenariat avec Fresh Life pour l'assainissement autonome. Donc, nous avons lancé cette initiative de Fresh Life parce qu'il y avait des défis posés par la nappe phréatique élevée à Kisumu. Donc, nous avons lancé un programme pilote en 2019. Et là, nous sommes en phase 3. Nous avons un protocole d'accord initial. Et donc, on verra en fonction des résultats. Nous allons renouveler l'accord initial ou le protocole d'accord initial pour 5 ans encore, donc pour la période de 2022 à 2027. Cet engagement répond à plusieurs défis, donc la contamination de l'eau, l'effondrement des fosses, qui est un problème très habituel, et aussi les coûts élevés, c'est-à-dire des frais encourus pour le pot d'échappement qui étaient très élevés. Et puis, il y avait également des problèmes de transport et de traitement des déchets. Et donc, c'est pour ça que nous avons mis en place l'initiative Fresh Life. Cette initiative est concrétisée dans un partenariat de collaboration, PPP, pour aider Kiwasco à réaliser de manière abordable son mandat de fournir des installations sanitaires sûres aux habitants de Kisumu, notamment dans les zones à faible revenu, afin qu'ils puissent avoir accès à l'assainissement. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et donc, pendant toute cette période, nous avons quand même fait des réalisations. Par exemple, 1300 toilettes Fresh Toilet ont été mises en service à Nyalenda, ce qui assure ces services pour plus de 20 000 personnes. Donc, nous avons renouvelé les protocoles, d'accord, comme j'ai déjà dit, pour 5 ans, de 2022 à 2027. Nous avons éliminé en toute sécurité 2000 tonnes de déchets de la communauté pilote. Donc, c'est toute une réussite. Et nous avons amélioré l'hygiène et la santé dans les quartiers informels de Nyalenda grâce à la réduction des cas de maladies. Mais il reste encore pas mal de défis. Par exemple, il y a certaines croyances socioculturelles qui ont ralenti un peu l'adoption de ce type de solutions. Il y a des défis en matière de paiement. Donc, c'est une technologie qui est pensée pour les zones à faible revenu. Donc, et donc, on va faire un modèle de souscription mensuelle. Il y a aussi des problèmes parfois en matière de collaboration ou de coordination avec les institutions de gouvernement. Et parmi les problèmes, il y a toujours le problème de manque de données, ce qui arrive aussi dans d'autres zones. Et la composante de valorisation des déchets qui a été également un autre problème parce que nous devons trouver la manière de réutiliser la matière fécale. Ce n'est pas toujours facile.
Parmi les enseignements tirés, je peux souligner par exemple l'engagement de la communauté qui est essentiel pour la mise en œuvre de ces technologies, puis la recherche d'aide publique et l'implication de toute la communauté. Puis, il faut arriver à avoir la technologie nécessaire au moment donné pour pouvoir fournir la meilleure solution à notre zone. Diapositive suivante. Donc, quel est le futur de cette technologie et de l'assainissement en conteneur? Bon, nous avons entré dans une nouvelle phase de mise en place pour les 5 années à venir. C'est une phase qui va nous permettre de passer à d'autres domaines ou à d'autres régions, donc des régions avec faibles revenus. En ce moment, nous travaillons avec les sociétés d'eau, Chihuahua aussi, et nous avons remarqué l'importance de ces solutions. Nous avons présenté les toilettes Fresh Life, les toilettes en conteneur qui jouent un rôle essentiel pour résoudre le problème d'assainissement dans des zones urbaines. Et là, on a gagné beaucoup de clients. Et c'est une manière également de prélever les problèmes de la nappe phréatique qui est trop élevée dans une partie de notre territoire. Donc, notre solution sert à résoudre ce problème. Par rapport aux obstacles, donc, il y a les financements limités pour l'assainissement, la disponibilité des données, la faiblesse de la mise en œuvre du cadre réglementaire, et la capacité et volonté de payer pour l'assainissement. Et comme facteur facilitateur, la coordination est une collaboration adéquate, les plaidoyers, la sensibilisation, l'innovation, les renforcements de la gouvernance, la réalisation des enquêtes et les plaidoyers également pour les stations de traitement de boues de vidange. Je pense que ça, c'est la diapositive finale. Donc, merci beaucoup. À toi, Chola. Merci beaucoup, Jason, pour ta présentation. Donc, je suis sûre que je veux réagir par la suite sur quelques-uns des éléments que tu viens de partager avec nous. Donc, merci beaucoup d'avoir respecté le temps également. Pour les participants, pour le public, donc, vous pouvez rédiger, vous pouvez introduire vos questions sur les chats, écrire vos questions sur les chats. Au fur et à mesure que les présentations se déroulent, donc vous pouvez écrire vos questions sur le chat. Donc là, on va passer à la présentation de Habiba Ali, qui vient de la Société du service public d'eau et d'assainissement de Mombasa. Habiba, à toi. Merci beaucoup, Chola, pour ta présentation. Donc, je passe directement à ma présentation. Donc, le comté de Mombasa est entouré d'eau. Comme vous voyez, la ville de Mombasa elle est entourée d'eau. Donc, ceci nous donne certaines caractéristiques particulières pour la gestion de l'assainissement et notamment pour ce qui est de l'assainissement en conteneur. Nous avons une population d'1,2 million habitants. Et notre mandat consiste à fournir des services d'eau et d'assainissement de qualité, rentables et abordables. Mombasa Water est responsable de l'assainissement avec et sans égout dans les pays. Nous avons une couverture sanitaire d'autour de 20%. Ça veut dire que 80% de services
d'assainissement sont défaillants à Mombasa. Nous avons beaucoup de problèmes également pour la gestion de résidus solides. Est-ce qu'on peut avoir la diapositive suivante? D'accord. Nous avons un accès réduit à des services publics d'assainissement. Donc, il y a pas mal de services privés, ce qui entraîne également des risques pour la santé, puisque nous avons une densité de population très élevée. Donc, en ce moment, une proportion petite du territoire est en réhabilitation, est en cours de réhabilitation. Donc, le système d'égout actuel est composé par certaines stations d'épuration également. Vous pouvez voir sur les images que nous avons différents types de systèmes, différents types d'égouts et de canalisations. Donc, nous utilisons pas mal d'égouts, enfin, des systèmes d'égouts et aussi des systèmes d'assainissement en conteneur. Et nous avons constaté qu'il y a des risques pour l'environnement et des risques pour la santé humaine également. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Notre travail avec Fresh Life vient juste de commencer. Donc, nous avons signé mutuellement un protocole d'accord pour soutenir la fourniture de services d'assainissement autonomes dans notre comté. Nous avons plusieurs partenaires au Kenya qui participent déjà dans des partenariats avec Fresh Life. La plupart des ménages ont des méthodes non appropriées d'assainissement et aussi de gestion de résidus. Et donc, avec Fresh Life, avec ces partenariats, nous voulons répondre à ces méthodes qui ne sont pas hygiéniques, ces méthodes de gestion des résidus qui ne sont pas adéquates. Donc, on veut améliorer également la couverture d'assainissement en conteneur ou autonome aussi dans notre territoire. Voilà, donc je juste fini déjà. J'avais une présentation très courte. Merci beaucoup, Abiba. Donc, une présentation courte, mais très directe, très focalisée sur l'important. Donc, j'espère bien que nous allons pouvoir discuter sur quelques-uns des aspects que tu viens de présenter. Là, on passe à la dernière présentation de la journée. Nous avons la présentation de Fresh Life avec Meltus Mugomi. Meltus, à toi. Merci beaucoup, Chola. Bonjour tout le monde. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, Fresh Life a fourni des services d'assainissement depuis déjà quelques années. Notre objectif principal, c'est de rendre l'assainissement accessible et abordable pour tous, pour toujours. Et on fait ça par le biais du renforcement de la résilience environnementale, la promotion de la santé publique et la dignité individuelle. Voici quelques chiffres. Nous avons des, des vidangeurs manuels, des professionnels qui travaillent pour éliminer les résidus, pour vider les toilettes autonomes. Et là, nous avons déjà compensé 24 000 tonnes de CO2 chaque année. Donc, nous avons 7600 toilettes actives à Nairobi, Kisumu et Eldoret, donc dans les villes où nous travaillons. Donc, nous avons un réseau énorme de toilettes.
Et nous avons autour de 290 000 personnes qui bénéficient d'un assainissement géré en toute sécurité. Donc là, nous avons des opérations sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire nous avons le conteneur, nous faisons l'installation des conteneurs, puis nous faisons la collecte régulière des déchets. Nous assurons également les transports des déchets vers l'usine centrale de traitement de Kinani. Puis nous faisons le traitement et la conversion des déchets traités en produits finis des valeurs, telles que les engrais ou le compost. Diapositive suivante. Donc, voici un de nos employés, ou une de nos solutions. Donc, c'est des toilettes privées partagées qui sont gérées par les résidents locaux. Ça, c'est un système très habituel. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voici l'un de vidangeurs manuels qui travaillent avec nous. Donc, ils assurent la collecte de déchets et pour ce faire, nous leur fournissons des équipements de protection individuelle. Nous éliminons ces résidus en toute sécurité. Ces déchets sont éliminés en toute sécurité. Et donc, quelques-unes des lacunes qui entravent la fourniture d'un assainissement sûr et inclusif, les problèmes que l'on essaie de résoudre, c'est l'absence d'investissement adéquat en capital, parce que comme vous le savez, les systèmes d'égout exigent des investissements de capital trop élevés pour le gouvernement. Et donc, on travaille à ce niveau-là pour réduire cette barrière et puis pour adresser également la lenteur de l'innovation, la capacité technique insuffisante pour innover et la forte dépendance à l'égard des technologies conventionnelles. C'est-à-dire nous soutenons plus d'innovation dans ce service. Nous aidons le gouvernement à comprendre les besoins et les solutions spécifiques pour l'assainissement et l'importance aussi de ce système et de ses progrès. En ce moment, nous travaillons sur 3 villes au Kenya. Donc, comme vous le voyez, Eldoret, Kisumu et Nairobi et à Lusaka également. Et donc, à part tout ça, pour le moment, enfin jusqu'à la date, nous avons stimulé le développement et la prospérité dans nos sociétés. Donc, nous avons créé et amélioré des emplois verts tout au long de la chaîne de valeur. Donc, nous avons autour de 400 employés à temps plein et nous avons 52 vidangeurs manuels formalisés. Donc, c'est-à-dire nous avons travaillé pour mieux organiser, mieux structurer notre activité et le travail de nos employés. Et jusqu'à là, nos solutions coûtent à peu près la moitié des solutions alternatives qui proposent les services publics. Et donc, sur les 3 ans à venir, donc nous allons avoir une montée en puissance qui va nous permettre de réduire à nouveau nos coûts à la moitié. C'est-à-dire que les prix va se réduire. On va passer à un prix d'autour de 12 dollars comme coût net par personne et par an pour l'utilisation de Fresh Life d'ici 2026, puisque notre changement, notre augmentation de Shell va nous permettre de réduire certains coûts par rapport aux coûts actuels. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Jason. Donc, je pense que là, on va passer directement
au dialogue, aux discussions avec les participants. Mais il y a quelques éléments que j'aimerais bien partager avec vous avant de commencer le débat. Donc, Abigail, par rapport à ce que tu viens de nous raconter concernant l'expérience de Fresh Life, vous avez mentionné des éléments liés à l'inclusion, à l'accès aux installations. Donc, comment gérez-vous cette partie du travail? Donc, comment assurez-vous l'accès pour les personnes qui ont peut-être des difficultés, qui ne peuvent pas accéder à vos toilettes, à vos solutions d'assainissement si facilement? Très rapidement, dans quelques minutes seulement. Abigail? Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter la question? Oui. Oui, je voulais parler avec toi sur les questions liées à l'inclusion. Comment assurez-vous l'inclusion de tout le monde pour l'utilisation de vos solutions? Je peux dire que nos installations, en fait, sont assez inclusives, c'est-à-dire on tient compte de la situation de personnes handicapées. Et donc, normalement, nos installations sont faciles à utiliser, faciles à accéder. Et l'on peut même installer nos solutions dans des chambres à coucher, donc à côté de lits des personnes qui en ont besoin. Donc, c'est-à-dire, nous offrons des solutions qui sont adaptées aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Parfois, nos utilisateurs nous disent que c'est tellement facile, tellement euh, utile aussi de pouvoir utiliser le système d'assainissement et de toilettes chez eux et donc éviter de marcher jusqu'au service public. C'est-à-dire, donc, c'est des solutions qui sont bien adaptées aux personnes handicapées. Et en termes de coûts, en termes de charges que l'on demande à nos clients. Donc, on essaie également d'être inclusif. Donc, il y a des personnes qui ont besoin de nos services et donc, on essaie d'éviter de monter les prix et les tarifs pour que tout le monde puisse accéder à nos toilettes, à nos solutions. D'accord. Merci beaucoup, Abigail. Une question pour Kumasi. Donc, vous avez parlé sur les instructions, sur les accords. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails? Qui participe à ces partenariats? Qui participe au processus d'instruction, mis à part vous? Merci beaucoup. Au Ghana, nous avons le gouvernement central d'abord. Nous avons le ministère d'assainissement et des ressources hydriques. Et puis, nous avons le niveau municipal qui rédige également des politiques qui est chargé de les mettre en place. Donc, chaque communauté peut faire des accords par le biais de la participation à des assemblées aussi. Et donc, une fois que l'on a approuvé toutes les lois, alors il y a des ressources qui se mettent à disposition des différentes institutions, des différents niveaux de gouvernement. Et puis, il y a également la participation des organisations de la société civile, des ONG, et nous avons l'Agence de protection de l'environnement et d'autres organismes qui sont indépendants, mais qui peuvent participer à des partenariats avec l'Assemblée. D'accord, merci beaucoup. Pour Fresh Life, nous avons des questions sur le chat. C'est une question qui porte sur les croyances, les traditions. Donc,
Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail de quelle manière vos toilettes ont réussi à changer la mentalité par rapport à certaines croyances de la population? Peut-être que je peux répondre à ça. Vas-y. Merci. Merci beaucoup, Tchola, pour cette question. L'une de nos réussites concernant les croyances et certaines problématiques de stigmatisation, pardon, donc ce que les personnes pensaient que les toilettes pouvaient se partager, donc entre la communauté, entre les personnes. Et donc, il fallait quand même faire un travail de sensibilisation pour réussir à avoir un changement de mentalité, un changement de paradigme concernant ça. Et il y a eu un défi par rapport à la communauté parce que ça a été difficile d'apprendre à la communauté à nettoyer les toilettes après l'utilisation. Et donc, grâce à notre système, c'est un système de toilettes sèches qui n'était pas utilisé correctement. Mais après, on a fait un travail de sensibilisation, donc on a proposé, enfin, on a appris les personnes à utiliser les papiers toilettes et à nettoyer les toilettes également après l'utilisation. Donc, le travail de sensibilisation a été très fort pour faire ce changement de mentalité. D'accord, d'accord, merci, compris. Mais une deuxième question. Donc, tu as parlé également sur les problématiques liées à l'absence de données en matière d'assainissement. Donc, on sait bien que les données sont un sujet clé, sont l'un des défis les plus importants. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont vos solutions pour ces problèmes? Donc, enfin, à travers Fresh Life, nous travaillons dans les systèmes d'étiquetage des parcelles, c'est-à-dire nous identifions toutes les parcelles d'une zone donnée et donc nous analysons également le nombre de personnes qui habitent dans chaque parcelle. Et c'est comme ça que l'on définit la quantité de toilettes que nous allons euh, installées dans chaque zone. Et puis pour d'autres zones de la ville, nous avons des propositions et des projets différents. Peut-être que nous allons chercher du soutien financier pour obtenir plus de données en matière d'installation et des équipements d'assainissement disponibles dans la ville. Donc, j'espère que nous allons pouvoir résoudre ces problèmes de données. D'accord, merci. Très intéressant. Donc, les opérateurs privés qui nous aident à avancer dans la collecte des données aussi. Merci. Et là, on peut partager quelques questions de participants. Donc, si vous avez des questions pour les intervenants, donc levez la main et je vous donnerai la parole pour faire les questions. Donc, pour les participants, pareil, si vous avez des questions que vous voulez poser aux autres intervenants, donc levez vos mains. Donc, en attendant, nous avons une question sur le chat. Donc, quelle est la couverture que vous pouvez atteindre grâce au service d'assainissement autonome? Il me semble que c'est une question pour Kisumu et Kumasi. Donc, quel est le taux de couverture que vous pensez que vous pouvez atteindre par des solutions CBS ou des solutions d'assainissement en conteneur? Dans notre cas, nous arrivons jusqu'à 4% pour Kumasi. Et à Kisumu, selon les données officielles, nous arrivons
à 18%, entre 18 et 23%, grâce à des solutions d'assainissement en conteneur, d'assainissement autonome. D'accord. Et Jason et Abigail aussi, une question pour vous deux. À quel point c'est important, à quel point est importante la participation de décideurs, de législateurs. Donc, étant donné que là, vous êtes en collaboration, en partenariat avec le secteur privé, et donc à quel point les législateurs sont responsables aussi de générer un environnement qui soit propice. Pour nous, en ce qui concerne l'assainissement avec égout. Donc, normalement, on partage les données avec le législateur. Et ça, c'est une obligation pour nous, en fait. Nous sommes tenus de partager nos données, nos chiffres avec les législateurs. Et donc, étant donné que nous avons aussi des stations de traitement de la matière fécale, donc les résultats des analyses doivent de cette matière doivent être aussi partagées avec le législateur. Et bien sûr, le législateur joue un rôle important. En ce moment, ils sont en train de réviser les lois en matière d'assainissement. Et cette révision, normalement, devrait nous permettre d'avoir plus d'investissement dans l'assainissement et dans la gestion des résidus et des buts fécales, notamment. Donc, j'espère que les questions, les problématiques de gouvernance seront également adressées par les législateurs. Sinon, en ce qui concerne le latrine, par exemple, c'est des systèmes qui sont gérés par les départements de santé avec un suivi étroit de la part de l'autorité environnementale aussi. Donc, c'est des institutions qui sont engagées dans les contrôles aussi et dans la gestion de ces solutions d'assainissement. D'accord, merci, vous avez été très clair. Peut-être que Malthus de Fresh Life pourrait nous raconter quelque chose aussi. J'aimerais bien savoir si au Kenya, vous êtes aussi dans le processus au Zambia, par exemple, d'amener cette solution en Zambie. Donc, je me pose la question, comment arrivez-vous à engager toutes les institutions qui sont à la charge en ce moment de ces questions et de ces problématiques environnementales, c'est-à-dire les ministères ou les différentes politiques, les différentes réglementations qui s'appliquent à cette activité? Donc, comment gérez-vous tous ces éléments, tous ces éléments? Merci beaucoup. C'est une très bonne question, en fait. Je pense que l'une des activités clés chez Fresh Life, là, je limite cette explication au contexte du Kenya. Pour ce qui est de la gestion de l'eau et de l'assainissement au Kenya, il y a également un problème de données, de manque de données, tel que l'a dit Abiba, par exemple. Nous pouvons avoir des bonnes données en matière d'eau, mais après, le gouvernement n'a pas toujours la capacité de connecter ou de mettre en collaboration toutes ces instances qui sont impliquées, les autres départements, etc. Et même les différents niveaux de gouvernement qui parfois ne sont pas suffisamment coordonnés. Normalement, c'est les comités qui dirigent les entreprises de services publics, mais normalement, c'est ces autorités qui établissent la structure initiale pour le partenariat avec les entreprises privées. Et donc,
Dans ces cadres-là, il faut commencer par contacter les entreprises de services publics et donc chercher les soutiens des comtés et des gouvernements régionaux. Et donc, c'est comme ça que l'on arrive à obtenir l'approbation pour faire notre activité. Et donc, peut-être que nous allons trouver du financement pour le secteur privé aussi. Mais c'est clair que le gouvernement peut aussi sous-traiter ses services du secteur privé. Donc, au Kisumu ou à Mombasa, c'est important d'établir déjà un contexte propice pour ce type de partenariat. Je pense que ça va se passer dans les années à venir. Je pense que l'on est en cours de créer ces conditions. Parce que c'est important, parce qu'il faut absolument garantir la dignité pour les personnes, pour la population. Et au Kenya, nous avons une association de fournisseurs de services d'eau, mais qui a changé son nom pour Association de prestataires de services d'eau et d'assainissement aussi, Kisumu Water and Sanitation. Et il me semble que le fait d'ajouter les mots assainissement est déjà la preuve d'un changement dans la mentalité. Je pense que c'est une problématique qui est reconnue de plus en plus et que l'on travaille à chaque fois plus pour améliorer la situation. Et bien sûr, il faut ces politiques de la part du gouvernement et de la part des comtés. D'accord, d'accord. Merci, Malthus. Une réponse fantastique. Donc, nous avons des questions sur le chat pour tous les intervenants. Donc, si ces solutions CBS sont des innovations tellement parfaites, alors quels sont les obstacles qui nous empêchent de les amener de partout? Donc, je vais relier cette question avec la question de problématique de financement. Donc, qui va apporter la solution du point de vue du financement, parce que l'on sait bien que c'est des solutions moins chères, mais en tout cas, il faut réussir à augmenter l'échelle de ces solutions et pour cela, il faut du financement. Donc, qui veut répondre? Abigail, peut-être que tu peux commencer rapidement à donner ta réponse. Merci beaucoup, Chola, pour cette question. Moi, je dirais que l'appropriation ou l'acceptation de ces solutions et aussi le fait qu'elles soient viables économiquement sont les aspects les plus importants. Donc, nous avons une partie de la population qui ne peut pas payer ces services, tout simplement, qui ne dispose pas du budget nécessaire pour payer ce type d'options ou même qui ne dispose pas de l'espace nécessaire pour installer ces toilettes. Mais même quand ils disposent de l'espace nécessaire, pas tout le monde peut se permettre de payer ces toilettes. Ça, c'est une partie. Et puis, nous avons des solutions qui exigent pas mal de services connexes, c'est-à-dire il faut prévoir du financement pour tous les services liés à ces solutions. Et donc, l'on doit vérifier que nos clients disposent de revenus suffisants pour payer non seulement la solution dans un premier moment, mais aussi les services qui sont associés à cette solution, puisque c'est des toilettes qui exigent une certaine dépendance de ces services. Et donc, il faut trouver l'équilibre entre ces coûts initiaux et puis les coûts de gestion. Donc, pour nous, c'est difficile parfois à trouver cet équilibre. Et en tout cas, il faut aussi assurer que ces services peuvent être souscrits par la population à faible revenu. Donc, d'accord. Donc, il y a une question concernant
de quelle manière ces solutions sont utiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Et donc, il y en a des personnes parmi les publics qui nous disent, parmi l'audience, qui nous disent qu'il y a des problèmes des émissions associés à cette solution, à ce type de solution. Donc, de quelle manière ces innovations abordent la question des émissions de gaz à effet de serre? Peut-être que OSEI peut répondre. Oui, bonjour. Quelle est la question, s'il te plaît? Oui. De quelle manière ces innovations peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre? Oui, et aussi, donc, il y a un défi concernant les raccordements des systèmes d'égout. Donc, par opposition avec les solutions d'assainissement sans égout ou CBS. Bien, je vais commencer pour la première question. Donc, à Kumasi, par exemple, nous avons 90% de la population qui dépend des installations d'assainissement autonomes. On sait bien que c'est difficile d'installer des solutions mécaniques. Ça dépend du territoire, ça dépend du terrain, de la topographie et parfois, ce n'est pas du tout facile parce que parfois, il faut installer des systèmes de pompage aussi et l'assainissement avec égout est très cher et très difficile. Et tel que l'on a vu, parfois, les difficultés que nous trouvons par rapport aux égouts, au système d'égouts raccordés, donc ont pu être résolus avec des systèmes CBS. L'assainissement autonome qui est une bonne solution. Et puis, concernant la gestion des gaz à effet de serre, bon, nous sommes en train de combiner les systèmes d'assainissement en conteneur avec des solutions de valorisation des résidus par le biais de la fabrication de compost pour les agriculteurs. Et donc, les traitements de la matière des déchets organiques posent des problèmes aussi, puisqu'il faut être très attentif à la gestion des gaz. Donc, il faut également être attentif à la gestion de décharges. Et donc, nos installations de traitement des résidus solides nous aident à faire face à ces problèmes. Et donc, quelle est la contribution des solutions CBS à la réduction des émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que vous avez des données par rapport à ça? Non, je n'ai pas de données. Je n'ai pas de données à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des études qui sont menées pour la gestion de solutions CBS et des émissions, mais je n'ai pas de données spécifiques pour les solutions d'assainissement en conteneur ou CBS. D'accord. Merci pour cela. Donc, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc on va bientôt finir ce webinaire. Donc, Simone, donc, pardon, je veux vous donner à tous les intervenants la parole pour une petite conclusion rapidement. Merci beaucoup. Merci pour toutes les questions qui ont été extrêmement intéressantes. Merci, Abigail. Là, Habiba, un mot pour finir cette séance.
Moi, je dirais qu'il faut continuer dans la recherche de nouvelles solutions innovatrices pour améliorer les possibilités d'assainissement dans nos pays. Merci. Merci beaucoup. Jason, moi, je pense que l'on doit s'orienter vers l'économie circulaire et continuer à travailler dans des solutions pour la gestion des résidus solides et de la matière fécale, qui est très, très importante. Et il faut engager la société également de manière proactive dans cette démarche. Merci. Aussi, oui, merci beaucoup. Moi, je pense que tout comme on l'a dit, donc il n'y a pas une solution unique pour tout le monde. Donc, il faut choisir, il faut chercher des solutions adaptées à chaque contexte, à chaque territoire. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Et pour finir, Meltas, s'il te plaît. Pour moi, le plus important, c'est de travailler dans la sensibilisation de la société, puisque les solutions technologiques sont presque là. Et donc, il faut travailler aussi dans la sensibilisation, notamment de la société. Merci, merci beaucoup. Pour, merci à tous les intervenants donc, pour vos présentations tellement riches, tellement intéressantes. J'ai beaucoup appris de vos expériences. Donc, et pour ma part, c'est tout. Et là, on sait bien que cette question de l'assainissement est essentielle et il faut chercher des partenariats stratégiques avec les secteurs privés pour fournir les services de la manière la plus adéquate possible pour arriver à tout le monde. Donc, j'ai aussi recueilli quelques opinions concernant le secteur privé et les secteurs publics pour faire progresser également la législation dans ce domaine. Et donc, il faut donner de facilité à la population pour acquérir ce type de toilettes. Et donc, la question du financement de ces toilettes est une question également clé. Puis, il y a des opinions concernant la valeur ajoutée ou la valorisation, c'est-à-dire est-ce que l'on peut créer de la valeur pour nos communautés. Donc, comment peut-on engager notre population dans la prestation de ces services? Donc, merci à tous et à toutes. Merci pour votre participation. Donc, et là, je passe la parole à Simon qui va nous parler un tout petit peu sur l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Chola. Merci pour ta synthèse de ces interventions qui ont été franchement excellentes. C'est un véritable honneur. Je suis très satisfait par rapport au niveau des interventions. Donc, pour tous les intervenants, votre qualité a été absolument impressionnante. Et donc, dans le contexte de différentes formations en matière d'assainissement où je participe, donc, on est sûr que l'assainissement parfois se limite trop au système basé sur les aigus, mais là, cette nouvelle solution sont super intéressantes. Et donc là, on voit dans les présentations, donc vous êtes en train de profiter des leçons tirées, par exemple, des leçons tirées aux États-Unis, donc où la solution EnviroLou nous permet de traiter une quantité énorme de litres par jour. Donc, c'est des solutions fantastiques. Et donc, pardon, c'est des solutions qui ne sont pas complètement rentables du point de vue du coût. Mais les solutions que vous avez partagées
avec nous. C'est des solutions très, très intéressantes, très innovatrices. Et le plus important, c'est qu'il n'y a pas un mélange de flux de résidus, c'est-à-dire que ça permet de concentrer les types de résidus et donc permet de transporter des gros volumes de ce type de résidus et puis les réutiliser. Donc, à mon avis, c'est une option excellente pour maximiser les possibilités. Donc, je trouve qu'il y a énormément de connaissances ici dans vos communautés. Le fait de partager toutes ces connaissances est essentiel. Donc, et là, la question qu'on m'a posée par rapport à l'avenir, donc, si l'on pense à l'horizon 2030, 2030, donc, hier, quand on a fait la réunion, quand on a réviser les master plans pour Zambia. Donc, le gouvernement de Zambia veut assurer 80% de l'assainissement d'ici 2030. Donc, si l'on voit les politiques des autres pays de l'Afrique également, un pourcentage de couverture de 80% d'ici 2030 exige de mettre ensemble tous les efforts. Cela exige de travailler ensemble et de réunir nos forces, travailler avec le gouvernement, les structures du gouvernement, travailler dans la recherche de formes, des options de financement et engager également la communauté. Ça, c'est extrêmement important aussi. Donc, puisqu'on est là pour travailler pour la santé publique et pour la santé de nos populations. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Il y a beaucoup de travail pour l'avenir. Et le mois prochain, en décembre, 200 membres de la communauté vont se réunir dans une conférence pour parler sur beaucoup de ces sujets, y compris l'assainissement. Donc, à mon avis, ça va être l'un des événements clés au Rwanda, le IWS Congress, en matière d'assainissement. Et l'année prochaine, le congrès international à Conakry. Et donc, ceux-là seront les événements où l'on va établir l'agenda pour l'avenir dans la matière de l'assainissement. Donc, et ces événements seront l'occasion également de se rencontrer en personne et de travailler ensemble. Donc, pour l'année prochaine, il y aura également le Forum mondial de l'eau pour parler sur l'assainissement et sur toutes les problématiques qui entourent la question de l'eau et surtout sur cet objectif de couverture de 80% de l'assainissement pour le pays africain. Donc, c'est à nous de travailler ensemble pour mettre ces sujets dans les agendas, par exemple en mai 2024, également dans la conférence qui tiendra lieu en mai 2024, j'insiste. Et voilà, il faut continuer de travailler ensemble, de mettre nos efforts en commun. Et si vous voulez, on va commencer par allumer nos caméras. Et comme ça, on aura quand même l'impression de savoir, de s'être rencontrés quand même en personne. Donc, je vous prie d'ouvrir vos caméras pour se dire au revoir et à la prochaine. On se rencontrera au webinaire numéro 4. Voilà, je suis là, je salue avec maman, donc je vous prie de faire la même chose. Est-ce que l'on peut tous faire ça? Tout le monde, s'il vous plaît. Voilà, donc notre équipe va prendre les photos de tous les écrans, d'accord. Donc, voilà, merci tout le monde, merci Chola. Ce webinaire a été fantastique. Au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup. Félicitations tout le monde.